هو وكلب عباس هو لا تاكل الناس هو بسنك ولا ضراس هو ومؤذي الناس هو وكلب عباس هو. Alors qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous vu vraiment? Des enfants qui passent. Les enfants passent toujours, quoi qu'il en coûte. Ils passent, ils sont passés, ils passeront. Mais certains, vous l'avez vu, au moment de passer, lorsqu'il s'agit de baisser la tête pour franchir le seuil, se font piéger. C'est un jeu, bien entendu, un jeu d'enfant, mais selon notre état de fatigue ou de découragement, dans ces images d'enfants qui passent, nous verrons tantôt un pont et tantôt une nasse. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est évidemment pour prendre le parti du pont contre celui de la nasse, pour jeter un pont vers ceux qui sont pris dans la nasse. Nous sommes réunis non pour regarder en spectateurs distants, mais pour reconnaître. Et ce que l'on reconnaît dans ces images sautillantes et spectrales, c'est évidemment nous-mêmes. Les images étant faites pour cela, pour que on s'y retrouve devant l'histoire. Dans le petit livre qu'il vient de consacrer au poème de Niki Giannari formant la voix off du film « Des spectres hantent l'Europe », un petit livre justement appelé « Passer quoi qu'il en coûte », Georges Didier Huberman nous permet de comprendre, je crois, ce beau mouvement filmé, ici, qui serpente et qui revient. Parce que les réfugiés ne débarquent pas de rien ni de nulle part. Ils reviennent. Ils ne font que revenir. Et si on les confond avec les étrangers ou les envahisseurs, c'est qu'on refoule notre propre généalogie. C'est que on refoule de notre propre généalogie le fait que nous sommes des enfants de migrants et que, si la question des réfugiés hante l'Europe, il faut voir aussi dans ces spectres, dans ces joyeux lutins, non pas des enfants, mais nos parents revenant. Reconnaître, s'y retrouver, mais aussi documenter, c'est-à-dire nommer, situer et dater. Je ne peux pas retarder plus longtemps le moment de dire ce que nous avons vu sur ces images, car le fait que ce qu'elles donnent à voir a une portée universelle n'enlève rien au fait qu'elles enregistrent une situation précise, un endroit, un moment, où dans notre monde, pour certaines personnes et pas pour tout le monde, ça a eu lieu. Et c'est cela qui nous réunit ici, je crois, comprendre comment s'articule dans ce qui nous rassemble aujourd'hui une cause particulière, l'accueil des scientifiques en exil, avec une cause générale, qui est la cause des migrants. Les images que vous venez de voir documentent les jours ordinaires d'une communauté juive qui habite la ville de Al-Raïda, dans la province de Amran, au Yémen. Cette communauté partage la gastronomie, les tenues vestimentaires traditionnelles, les coutumes de mariage, des grandes fêtes musulmanes de la population yéménite, et c'est cela que rendent visibles ces images poignantes, ce moment suspendu et fragile d'un pont entre les communautés. Celle qui a filmé ces images se nomme Fatima Al-Zawiya. Après des études de médecine, elle a décidé de se consacrer à la collecte du patrimoine immatériel de la culture populaire yéménite, et la communauté juive d'Al-Raïda, qu'elle a filmée, est aujourd'hui persécutée et ses membres jetés sur les routes de l'exil. Pour avoir créé une fondation destinée à rassembler et protéger ce patrimoine, cette chercheuse éminente, militante du droit des femmes, a été elle-même persécutée et en 2015 contrainte à l'exil. Fatima Al-Zawiya est l'une des lauréates de la première session du programme PAUSE. Elle nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous. Elle participera à la table ronde des témoignages au milieu d'une après-midi, rythmée, monsieur l'administrateur l'a dit, par des archives vivantes qu'elle nous donne à voir. Et permettez-moi d'insister sur cette expression qu'elle nous donne à voir. Car ces archives font partie d'un fonds de plus de 13 000 fichiers que Fatima Al-Zawiya a versés à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM, qui l'accueille à Aix-Marseille dans le cadre du programme PAUSE.
si bien que ces images nous permettent aussi de poser une question cruciale. Qui ici sauve qui? Et doit-on se contenter de dire bienvenue quand il conviendrait aussi de dire merci? Cette question est cruciale car elle recoupe celle que j'ai risquée dans le titre de cette intervention. Quelle cause défend-on? Au nom de quoi doit-on défendre l'accueil des scientifiques en exil? Au nom de quoi faut-il s'engager, se mobiliser pour cette cause? En quoi s'inscrit-elle dans une cause plus générale? Nous devons poser cette question, nous la devons à celles et ceux qui nous soutiennent ou seraient prêts à le faire, car rien n'est évident en la matière, car tout doit être expliqué, explicité. Georg Simmel décrivait au début du XXe siècle l'homme blasé des métropoles cosmopolites. Et nous cessons, depuis, de subir les effets d'une déflation compassionnelle. Il en faut de plus en plus pour nous émouvoir. Et disons-le brutalement, le sort des migrants provoque dans notre pays une indifférence générale qui est mesurée par les campagnes d'opinion et qui autorise parfois les pouvoirs publics à justifier une inaction, une hostilité ou parfois même une cruauté dans les politiques qui sont conduites. Puisque nous prenons le parti de projeter non pas des images choquantes dans une surenchère de l'horreur et de l'urgence, mais bien des images poignantes et douces de jeux d'enfants au Yémen, je repose la question, quelle cause défend-on? Pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur le petit livre que Michel Agier a fait paraître en 2016 sous le titre « Les migrants et nous ». Il y distinguait 4 causes possibles. La première est politique. On peut décider d'accueillir des migrants quand on les croit porteurs d'une cause politique. Ce furent le cas des réfugiés espagnols de 1939, des Hongrois et des Tchèques fuyant les troupes soviétiques des années 50, des exilés chiliens ou argentins des années 70, peut-être aussi des réfugiés d'Asie du Sud-Est au début des années 80. Or, la cause des migrants aujourd'hui n'est plus considérée comme politique. On prétend qu'ils ne font que grossir la masse de déplacés qui n'ont pas de valeur politique à défendre, mais qui ont simplement des vies à raconter. J'ai lu, comme d'autres, du comité de parrainage, ces récits de vie que transmettent les dossiers de pause. J'y ai reconnu, effrayé, cette rhétorique de la grâce, dont je sais, comme historien, qu'elle est un instrument de la dépolitisation. Car il faut le dire avec force, et c'est cela que donne à voir le film de Fatima El Zawiya, ce n'est pas que la cause des migrants fuyant les guerres contemporaines n'est plus politique, c'est que nous avons travaillé consciemment à le dépolitiser. Or, les scientifiques, et pas seulement ceux qui travaillent, comme ici, sur la société et ses représentations, sont des experts de la repolitisation des sociétés. Entendu de manière générale, et je le répète, ça ne concerne pas seulement que les sciences de l'homme, mais aussi, on vient de le voir, les sciences de la nature, en ceci qu'ils travaillent à rendre le monde habitable et à penser ce que c'est que l'habitabilité du monde. La deuxième cause que l'on peut identifier est humanitaire. C'est elle que soutient le récit de vie. On doit agir, on doit se mobiliser au nom de la souffrance de l'autre. Et comment dire alors que l'on peut rester insensible à la détresse des situations? Comment ne pas rappeler inlassablement qu'il y a là un devoir inconditionnel de porter secours à celles et ceux qui sont en danger? Comment ne pas rappeler avec Jacques Derrida qu'en philosophie politique, le mot qui désigne cette inconditionnalité est hospitalité. Nous ne faisons ici qu'en proposer la déclinaison académique. Seulement, voilà, je le répète, nous n'avons pas décidé de projeter l'image d'un enfant mort sur une plage, mais ceux d'enfants qui jouent à conjurer leur peur. C'est que la cause humanitaire a besoin de victimes lorsque, tout au contraire, nous vous proposons d'accueillir, sinon des héros, du moins des aventuriers, et dans le cas présent, des aventuriers du savoir.
Voilà aussi pourquoi nous devons apporter à ceux qui viennent nous rejoindre dans le programme Pause notre reconnaissance, non pas au nom de leur souffrance, mais au nom de leur courage. Reconnaissance est décidément le mot-clé, car, et c'est la troisième cause possible, on peut aussi agir et se mobiliser au nom de la ressemblance. Cette cause, qui joue sur l'identification, est ambiguë. Elle peut discriminer selon les individus, les origines, les appartenances politiques. Certains trouveront à s'émouvoir, c'est-à-dire à s'identifier, parce qu'ils sont eux-mêmes filles ou fils d'exilés. D'autres privilégieront telle ou telle communauté religieuse ou ethnique. D'autres, enfin, fantasmeront sur les modes de vie supposés exemplaires. Je pense notamment à la position radicale des No Borders, faisant des migrants des militants de la marginalité. Seulement, les exilés n'ont pas choisi d'être marginaux. Et nous devons, d'une manière générale, prendre garde au vertige de l'identification. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire dans le cas qui nous intéresse, puisque, vous le savez, nous le comprenons à chaque fois que nous y pensons, mais il faut le rappeler, une historienne ou un biologiste, avant d'être syrienne ou turque, est d'abord historienne et biologiste. Lire les dossiers des programmes Pause, c'est aussi prendre la mesure de cette évidente proximité. Mais elle n'offre aucun privilège. Nous n'accueillons pas les scientifiques en exil parce que nous souhaitons trier parmi les migrants ceux qui nous ressemblent le plus ou ceux qui nous seraient le plus utiles. Nous accueillons des scientifiques en exil car nous sommes des scientifiques travaillant dans des institutions de recherche et d'enseignement, et qu'en la matière, chacun doit agir à l'endroit où il est, quitte à réfléchir ensuite aux moyens d'étoiler les mobilisations et de créer des constellations d'engagement. Car il est, et j'en ai bientôt fini, une cause symétrique à celle identitaire que je viens de décrire, et cette cause est également périlleuse. Elle consiste à s'émouvoir non pas au nom de la ressemblance, mais au nom de la différence. Cette posture est sympathique à la cause des migrants, au sens propre, mais elle est radicale et minoritaire. On dira par exemple qu'il faut défendre les Roms en tant qu'ils sont tout ce que nous ne sommes pas, ou plus, ou devrions être. Mais encore une fois, les films de Fatima El-Zawiya nous permettent d'échapper à ce double vertige de l'exotisation et de l'identification. Parce que ces jeux d'enfants juifs au Yémen nous permettent de rebattre les cartes de l'étrangeté et de la familiarité, c'est-à-dire de construire ensemble un « nous » qui respire mieux, ne serait-ce que parce qu'il ne tient pas pour rien ce qui n'est pas lui-même. Voilà donc le faisceau de causes que nous défendons en accueillant les scientifiques en exil. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé, mais précisément parce que nous allons en parler maintenant et durant toute l'après-midi, de contrepartie à l'accueil. Mais, d'une certaine manière, c'est l'accueil lui-même qui peut être donné anthropologiquement comme le terme de l'échange. Pas simplement comme son aboutissement, mais comme son contre-don, comme, je le répète, le terme de l'échange. L'accueil est le don et le contre-don. Mais il y a bien échange. Et nous savons bien que la première cause que défend l'accueil des scientifiques en exil, c'est la cause de la science elle-même, qui ne se conçoit que dans et par l'échange. Il y a un peu plus d'un an, se tenait le colloque de rentrée du Collège de France consacré à migration, réfugiés et exil, dans lequel Thierry Mandon avait annoncé la création du programme Pause. Et on y avait rappelé l'histoire du laboratoire Langevin et du comité Rapkin pour l'accueil et l'organisation des savants étrangers, soutenu par Jean Zay en 1936. L'histoire nous permet de comprendre ce dont les hommes sont capables en société, c'est-à-dire du meilleur et du pire. Elle nous permet aussi de mesurer l'écart entre les paroles politiques et les actes. Et avant de s'en indigner, il y a de quoi. Nous devons travailler collectivement à réduire cet écart entre les paroles politiques et les actes, à y travailler collectivement. Cet écart sépare, selon moi, moins aujourd'hui les principes des réalités que les faits de leur représentation. Pour parler plus clairement, au pouvoir public,
Nous ne devons pas opposer la vertu de nos principes, mais la réalité des pratiques sociales. La société française est bien plus accueillante que les discours politiques de ceux qui la gouvernent ne veulent bien le reconnaître. C'est cela que nous devons donner à voir, chacun à sa place, non pour trier les humains, le tri, c'est le mot hideux de notre contemporanéité, mais pour nous hisser à la hauteur de l'humanité. Nous savons que le drame des réfugiés est devenu aujourd'hui la question critique de notre temps, question critique, au sens que Michel Foucault donnait à cette expression en 1979, lorsqu'il défendait la cause des boat people, lorsque la mer de Chine semblait étrangement moins lointaine qu'aujourd'hui la Méditerranée. S'y décide ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ce que nous serons au regard de l'histoire. La cause des scientifiques en exil n'est donc pas une diversion de cette question critique, sa part utile, acceptable, son visage avenant, souriant, sa partie consensuelle, c'est l'une de ces accentuations possibles, aujourd'hui, de manière située, pour nous. Aussi me revenait en mémoire, en regardant le film de Fatima Al-Zawiya, cette page de Jacques Berck, dans ce livre profond et déjà mélancolique, qu'est L'Orient second, et j'en terminerai tout à fait par là. Il écrivait cela en 1970. De fait, il ne s'agit pas de quelques peuples naguère colonisés et suivant leurs voies difficiles et chanceuses. Il s'agit de nous tous. Partout dans le monde présent, l'action se rêve ou se parle. Le verbe agit, la cause se joue. C'est pourquoi la question qui se pose à nos sociétés, occidentales ou non, ne porte plus seulement sur le fameux « que faire », par trop interprétable en termes d'imitation, mais sur un « qui être » plus radical. Je vous remercie. هو بسنك ولا الضراس هو ومؤذي الناس هو وكلب عباس هو